Je suis parti, compte tenu de votre demande, sur la question suivante. Suffit-il d'énoncer les compétences à développer? S'agit-il d'énoncer les compétences à évaluer? J'ai pris volontairement ces deux aspects, développer des compétences et évaluer les compétences, parce que je sais que c'est une problématique qui intéresse beaucoup votre mouvement et notamment qui concerne beaucoup certaines des expertises dont votre association est sans doute un pilier. Alors, si on passe à la deuxième dia, je prends un exemple qui me semble parlant, donc dans la deuxième dia, où cette dia qui va apparaître, je suppose, montre qu'il y a eu un très gros travail des institutions européennes pour définir des référentiels européens de compétences. Il en existe beaucoup. Un des plus marquants, qui était un élément politique majeur au niveau de l'Union européenne, est celui qui a énoncé les 8 compétences du cadre européen de référence pour l'avenir. Je les cite très brièvement et les commente très brièvement pour en tirer des conclusions. Première compétence, communication dans la langue maternelle. Deuxième, communication en langue. Troisième, compétences mathématiques et compétences de base en sciences et technologies. Quatrième, compétences numériques. Cinquième, apprendre à apprendre. Sixième, compétences sociales et civiques. Septième, esprit d'initiative et d'entreprise. Et huitième, sensibilité et expression culturelle. Il est clair que l'énoncé de ces 8 compétences ont eu un impact très important, notamment pour créer un espace européen d'enseignement et pour créer aussi des dispositifs de formation un peu partout dans le monde. C'est certainement intéressant d'un point de vue politique, mais peut-on parler de compétences? Il me semble qu'il s'agit simplement de domaines de compétences. Et si on en reste à de telles formulations, on risque d'avoir beaucoup de désillusions quand il s'agira de mettre en place des dispositifs pour développer de telles compétences ou pour évaluer les compétences, par exemple, d'experts qui interviennent dans des systèmes éducatifs. C'est déjà beaucoup moins flou et c'est vous qui nous avez mentionné, par exemple, cette formule. La compétence est un arsenal qui permet d'aider les personnes à s'adapter aux changements et à s'assurer leur bien-être, tout en contribuant à la société, à la productivité et à la croissance économique. Il y a deux mots qui m'intéressent beaucoup. D'abord, un arsenal, donc ça veut dire qu'il y a un ensemble de choses très diverses. Et on va y revenir. Mais est-ce que c'est le terme le plus approprié sur le plan conceptuel pour définir une compétence? Et la deuxième chose qui me frappe dans cette formule, c'est que cette formule est finalisée. Si on développe des compétences dans ce cadre-ci, c'est bien pour s'adapter au changement, s'assurer au bien-être et répondre aux enjeux de la société. C'est donc un pas en avant qui me semble très important. Alors, je passe à la dia suivante pour montrer que beaucoup de personnes ont travaillé pour essayer de répondre au flou que beaucoup de personnes ont mentionné quand on parle de compétences ou quand on parle d'approche par compétences. Je pense que parmi ces travaux, celui qui a eu le plus de retentissement, c'est un collègue québécois, Yami par ailleurs, qui a beaucoup voyagé non seulement dans son pays, mais aussi en Europe et en Afrique, c'est Jacques Tardif, qui définissait, et ça a été repris par beaucoup de monde pendant très longtemps, une compétence est un savoir-agir complexe reposant sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Les mots que j'ai mis en couleur sont très importants. Il ne s'agit pas simplement d'un arsenal, il ne s'agit pas simplement d'une aptitude, il ne s'agit pas simplement d'une capacité, comme ça a été beaucoup dit dans le langage courant, voire même dans les écrits,
il s'agit bien d'un savoir-agir. Et ce savoir-agir est complexe. Ça rejoint l'idée un peu d'arsenal dont vous parliez. Et ça implique un processus qui est lui-même extrêmement complexe. Il s'agit de mobiliser beaucoup d'éléments, à savoir des savoirs, à savoir aussi des savoir-faire, mais aussi, comme on le verra tout à l'heure, d'autres choses. Donc, il s'agit de mobiliser un certain nombre de ressources, mais pas simplement de les mobiliser, il faut encore les combiner de telle façon que cela forme un schéma d'action qui permet effectivement de répondre à des situations problèmes qui sont posées à la personne que l'on déclare compétente. Et donc, c'est une très grande variété de ressources internes. Pourquoi internes? Ce sont celles qui sont acquises déjà dans le passé par la personne jugée compétente, mais aussi externes parce que résoudre une situation complexe, résoudre des situations complexes, ça implique aussi non seulement de faire appel à ses propres ressources, mais à des ressources externes, des ressources qui se trouvent dans l'environnement proche de la situation qui est à résoudre. Un pas en avant a été fait par Michel Deroulé, un didacticien au point de départ des sciences, mais qui a travaillé beaucoup en Europe et en Afrique aussi, dans beaucoup de pays, et qui dit que c'est un savoir-agir complexe, comme le dit Jacques Tardif, mais c'est surtout un savoir-agir complexe réfléchi. Si le savoir-agir n'est pas réfléchi, on reste au niveau de la technique. On a devant soi un technicien, mais on n'a pas une personne compétente. Pourquoi? Tout simplement parce que les situations problèmes sont toujours nouvelles, sont toujours inédites, elles ne sont jamais tout à fait semblables, elles sont complexes, elles sont situées dans un environnement donné. Et c'est la raison pour laquelle, à sa suite, je disais qu'à l'époque, on pouvait définir la compétence comme un savoir-agir complexe, réfléchi, reposant sur la mobilisation, la combinaison, et j'ajoutais l'intégration, parce qu'il ne s'agit pas simplement de combiner des ressources, il faut encore que cela forme un schéma de résolution qui intègre de façon pertinente les différentes ressources internes et externes qu'on mobilise. Et de nouveau, euh, l'intégration efficace et pertinente d'un ensemble de ressources internes et externes, comme le disait Jacques Tardif, à l'intérieur d'une famille de situations-problèmes. La notion de situation-problème est très importante. Elle implique un environnement. Toute compétence est toujours située. Et les environnements sont différents d'un moment à l'autre. Et ils sont toujours situés, et ce sont toujours des situations complexes et tout à fait inédites, sans quoi on reste simplement dans la résolution technique. Mais j'ai ajouté parce que Michel Develay a dit quelque chose qui me semblait important. Il ne s'agit pas simplement d'un arsenal de savoir. Il ne s'agit pas simplement d'un arsenal de savoir-faire. Le savoir-faire, c'est de l'ordre du pouvoir. C'est aussi une volonté d'agir dans une certaine direction. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au-delà de savoir-agir complexe réfléchi, il me semble qu'il faut ajouter, c'est un savoir, un pouvoir et un vouloir agir complexe réfléchi. Et la notion de vouloir agir est aussi importante que la notion de pouvoir. Et elle indique vraiment une orientation, un sens vers une certaine finalité à résoudre. Si je passe à la dia suivante, alors, j'ai essayé de répondre à la demande en disant quel est le mouvement, quel est le processus, qui n'est évidemment pas un processus linéaire, mais suivant un certain ordre, si vous le voulez bien, pour développer des compétences. Et ce mouvement est différent suivant qu'il s'agit de développer des compétences ou il s'agit d'évaluer les compétences des personnes.
Je parle d'abord du mouvement pour développer des compétences. Il faut d'abord s'assurer, pour développer des compétences, que la compétence est bien un savoir, un pouvoir et un vouloir agir. Il ne suffit pas d'avoir un arsenal pour être compétent. Il ne suffit pas d'avoir des compétences. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont énormément de savoir, mais si je les mets dans une situation d'expertise telle que celle que vous proposez à certains de vos membres, eh bien, ils sont complètement tout à fait dehors de la possibilité de pouvoir faire face à la situation problème qui est proposée. Il faut encore vouloir agir et pas simplement avoir des connaissances et de pouvoir agir. C'est un savoir, pouvoir et vouloir agir complexe parce que les situations, par exemple, qu'Evalue propose à ses experts sont toujours des situations complexes, très situées, et d'une année à l'autre, la situation a changé, d'un pays à l'autre, la situation change. Et donc, ça implique de très nombreux savoirs, de très nombreux savoir-faire, des savoir-être, et j'ajouterais aussi des, des postures, des postures qui permettent de faire face aux différents acteurs qui composent cet environnement. Et donc, leur compétence est bien au-delà d'une accumulation de savoir ou d'une accumulation de savoir-faire que possèdent très bien les techniciens. C'est aussi à vouloir agir en fonction d'une fin. Hein, par exemple, assurer le bien-être des acteurs en question et répondre aux enjeux de la société. Alors, en termes de processus, c'est un processus complexe de mobilisation, de combinaison et d'intégration de ressources. Il ne suffit pas d'identifier les ressources que moi j'ai, il ne suffit pas d'identifier les ressources que les autres ont, il ne suffit pas d'identifier les ressources présentes, par exemple, en termes numériques dans un environnement. Encore faut-il choisir les ressources pertinentes pour faire face à ces situations problèmes et de trouver le moyen de les intégrer pour pouvoir apporter une solution. Si je prends la dia suivante, on continue le mouvement pour dire que la notion de ressources internes et externes est très importante. Les ressources internes, ce sont celles que nous avons, que par exemple l'expert d'Evalue a de par son expérience antérieure, de par l'expertise qu'il a acquise dans différents types d'environnements. Et ça comprend beaucoup de choses, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences elles-mêmes. Nous avons fait, dans le cadre d'un projet Erasmus+, qui s'appelle RecTech, et je peux en parler éventuellement, tout un travail pour montrer que quand on est face à des situations problèmes, face à une situation problème complexe, on mobilise non pas une compétence, mais un ensemble de compétences dont certaines reviennent, mais à des niveaux très différents. Et puis des ressources externes parce que c'est impossible avec ces seules ressources internes, sans quoi simplement comme un bilan comptable, on utilise les techniques du bilan comptable, c'est bien plus compliqué que cela. Les situations problèmes auxquelles Evalue doit faire face, par exemple, ce sont des problèmes qui demandent de mobiliser aussi des ressources qui sont présentes dans l'environnement. On travaille avec des acteurs et les acteurs eux-mêmes sont des ressources, chacun avec sa spécificité. Et un travail très important pour faire face à une famille de situations problèmes, c'est bien de mobiliser aussi les acteurs. Parce que toute personne est compétente dans telle famille de situations problèmes, elle ne l'est pas nécessairement dans d'autres familles de situations problèmes. Quelqu'un qui n'est jamais intervenu dans un système éducatif africain, par exemple,
et qui est intervenu dans des systèmes plus occidentaux pourrait très bien être complètement désarmé de prime abord, surtout s'il est seul pour aborder la situation, problème spécifique de tel environnement, par exemple en Afrique. On ne peut donc on ne peut pas parler de compétence d'une personne sans préciser le contexte d'exercice de la compétence, en rappelant que toute compétence est elle-même un ensemble intégré de compétences sous-jacentes qu'il faut mobiliser de façon diverse suivant le problème auquel on est confronté. Et aussi parce que une personne peut être compétente dans tel type de situation, mais pas dans tel autre. Il a pu faire face à un problème posé, mais on lui demandera de faire face à d'autres problèmes par la suite. Et l'intervention dans un système automatiquement change le système. Ça veut dire que la complexité continue à évoluer. Il s'agira de mobiliser d'autres ressources. Si je passe maintenant à la dia suivante, j'essaie maintenant de voir en tant que, par exemple, responsable devant identifier des personnes ressources, des experts pour une expertise dans le cadre, par exemple, de projets européens ou internationaux, par exemple, le mouvement, me semble-t-il, doit être complètement inversé. On ne part pas du savoir, pouvoir, vouloir agir, réfléchir. Il faut partir dès le départ de la famille de situations problèmes. C'est-à-dire, il s'agit de voir quelle est là ou quelles sont les familles de situations problèmes dans lesquelles l'expert qui a répondu, par exemple, à un appel d'offres ou que l'on sollicite, dans quel contexte l'expert a travaillé? Quels sont les problèmes qui se posaient dans ces contextes où il a travaillé? Quels sont les inédits auxquels l'expert a-t-il dû faire face? Et il s'agit déjà, un CV peut déjà orienter certaines réponses, mais cela ne suffit pas. Je pense que c'est nécessaire d'avoir un contact précis avec la personne ou avec des personnes qui ont travaillé avec elle. Et quand j'ai pu identifier les familles de situations problèmes dans lesquelles cette personne a exercé des compétences, je vais me poser la question concernant les ressources internes et externes. Quelles sont les ressources internes de l'expert? Quels sont ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être et son vouloir agir que l'on peut dégager dans des expériences et des expertises antérieures? Euh, est-il conscient de ces différentes ressources? A-t-il pu mener une réflexion, une sorte de formalisation de ces expériences? Et quelles sont les ressources aussi externes qui étaient disponibles de l'environnement et les a-t-il identifiées, les a-t-il exploitées? Donc, quelle est effectivement la réaction de l'expert par rapport aux ressources externes disponibles dans les environnements dans lesquels il a travaillé? Alors, je peux ensuite me dire, connaissant les ressources internes et externes, me poser la question du comment il a mobilisé, combiné et intégré ces ressources-là. Et là, et je reviendrai tout à l'heure dans des dias suivants sur des travaux extrêmement importants, notamment les travaux de la théorie des opportunités, l'affordance théorie, aussi sur les travaux de Dewey sur la capacité distinctive et les travaux notamment de Paul Ricoeur, mais aussi d'auteurs allemands avec qui Ricoeur a travaillé sur la reconnaissance. Parce que ces trois types de travaux sont essentiels pour pouvoir effectivement voir quel est le processus de mobilisation, de combinaison et d'intégration des ressources que l'expert a mené. Et donc, on arrive finalement au départ de la définition de la compétence
À partir de tout cela, quelle famille de situations problème, quelles ressources internes, externes il a mobilisé, comment il les a combinés, etc. Quel est le savoir, le pouvoir et le vouloir agir, réfléchir, compte tenu des nouvelles situations dans lesquelles je vais mettre ou je vais solliciter cet expert. Donc, comment, à partir des expériences et des expertises antérieures qu'il a tenté de formaliser, on peut l'espérer, comment il essaie de réfléchir son expertise personnelle, comment il réfléchit l'intelligence collective. Encore faut-il qu'il pense que sa compétence est liée au développement d'une intelligence collective, ce qui me semble essentiel, notamment dans les travaux qu'Evalu est en train de mener. Est-ce qu'il a contribué à développer une intelligence collective auprès des acteurs? Et est-ce que finalement, l'expertise auquel il a participé avec les acteurs impliqués, est-ce qu'il y a eu un progrès dans le caractère apprenant de l'organisation? Et ça, c'est évidemment un aspect important. Alors, dans les dias suivantes, j'en reviens à quelques aspects qui me semblent terriblement importants. D'abord, la notion de capacité distinctive de Dewey. Dewey est un philosophe dont tout le monde se réclame maintenant, et notamment une de ces notions clés qu'il a beaucoup expérimenté à travers ce qu'on appelle la pédagogie de Dewey, à travers la philosophie de Dewey, à travers notamment ses travaux plus de nature politique aussi, c'est la notion de capacité distinctive. Dewey dit deux choses qui me semblent importantes. Toute personne a une capacité distinctive qu'il maîtrise à un niveau supérieur aux autres personnes de son entourage. Et cette capacité qu'il maîtrise à un certain haut niveau le distingue des personnes de son groupe. Et toute personne a une capacité distinctive, contrairement à ce que certains voudraient croire. Quel que soit son milieu, toute personne a une capacité distinctive. Encore faut-il pouvoir l'identifier, évidemment. Mais, dit Dewey, c'est intéressant d'identifier la capacité distinctive de chaque personne à condition que la capacité distinctive soit mise au service du développement du groupe. Et là, on est bien, effectivement, dans la philosophie du projet d'Evalu. Parce que l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence individuelle. Et ce n'est pas avec une seule capacité distinctive qu'on pourra faire face à des situations, problèmes complexes. Dans le cadre de mise en œuvre de projets communs, on a besoin d'intelligence collective, d'identifier les capacités distinctives et faire en sorte que celles-ci soient mises au service de ce projet commun. Dia suivante nous fait part d'autres travaux extrêmement intéressants qui ont été menés d'abord par Billet, mais aussi par d'autres, notamment en Europe, par des gens comme Étienne Bourgeois, comme Aljuro et moi-même d'ailleurs aussi. C'est la théorie des opportunités. Billet, le premier à avoir mis en avance la théorie des opportunités à partir de beaucoup de travaux sur le terrain, dit que dans tout environnement, il y a des opportunités et des contraintes. Il y a même des contraintes qui peuvent être transformées en opportunités. Et il dit que pour pouvoir apprendre, pour pouvoir développer une expertise, pour pouvoir se développer personnellement, pour pouvoir développer une intelligence collective, pour mener en tant qu'expert un projet, eh bien, la première chose à faire, c'est d'identifier dans cet environnement, de penser à identifier dans l'environnement les opportunités qui sont présentes pour mieux apprendre, pour mieux réaliser le projet, etc., pour le but qu'on poursuit.
Mais il ne suffit pas d'identifier les opportunités présentes. Encore faut-il que les opportunités, ou certaines d'entre elles en tout cas, soient accessibles. Et donc, dans les opportunités qui ont été identifiées, quelles sont celles qui sont accessibles ou qui sont rendues accessibles pour mieux réaliser, par exemple, son projet. Étant l'identification que la réflexion sur l'accessibilité est favorisée si on ne travaille pas seul. Je peux, moi, identifier des opportunités, mais ne pas en voir d'autres qui existent cependant dans l'environnement. Travailler avec d'autres acteurs nous permettra de pouvoir identifier bien plus d'opportunités que celles que je pourrais seul identifier. Et la même chose pour l'accessibilité, si certaines opportunités ne me sont pas accessibles, elles seront peut-être rendues accessibles grâce à d'autres acteurs. Une opportunité identifiée, accessible, encore faut-il pouvoir réfléchir. Et donc, la compétence est bien un savoir pouvoir, un vouloir agir complexe réfléchi, c'est de pouvoir estimer la valeur accordée aux opportunités identifiées, accessibles ou rendues accessibles pour pouvoir réaliser ce projet. Et là, de nouveau, une intelligence collective est bien plus intéressante que la seule intelligence propre de l'expert. Et enfin, une opportunité ou des opportunités identifiées, accessibles et dont on estime la valeur importante pour réaliser le projet, encore faut-il la mobiliser. Et donc, troisième aspect que je voudrais assister avant peut-être de terminer, c'est pour nos experts, mais c'est valable pour quiconque veut apprendre, pour quiconque effectivement veut développer des projets, c'est l'importance de la posture de la reconnaissance, qui ont été mis en évidence par des travaux. Un philosophe et ethnologue allemand parlait de la société du mépris, travaux qui avaient été lus par Paul Ricoeur, et ils ont beaucoup travaillé ensemble pour faire une théorie de la reconnaissance. Et ils mettent en évidence l'importance d'une posture de la reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître l'autre? Reconnaître l'autre, c'est d'abord l'identifier. C'est reconnaître quelqu'un ou quelque chose que l'on connaît. C'est le situer dans son environnement, dans son histoire et donc dans son expérience, dans l'expertise qu'il a acquise. Toute personne a une expertise qui le distingue des autres. Encore faut-il voir cette expertise. Donc, identifier, situer l'autre dans son environnement et dans son histoire. C'est d'autre part accepter l'autre, reconnaître la vérité de l'autre, reconnaître une certaine forme d'autorité à l'autre et accepter l'autre tel qu'il est, avec notamment ses capacités distinctives, mais aussi ses contraintes, ses faiblesses, ses non-acquis, et accepter aussi l'organisation telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la faire évoluer ensemble, d'en faire une organisation apprenante, mais il faut d'abord accepter l'organisation dans laquelle on se trouve. Et ensuite, la troisième dimension de la posture de la reconnaissance, et ces trois dimensions doivent être tenues conjointement, de même que la quatrième d'ailleurs, c'est la valorisation. C'est de reconnaître les aspects positifs, les potentialités de l'autre, d'une organisation, des acteurs avec lesquels on travaille, et ça suppose des petits signes de valorisation publique, de valorisation auprès notamment des pairs. Les travaux sur la reconnaissance montrent que nous sommes très sensibles à la reconnaissance accordée par nos pairs, surtout à certains de nos pairs. Et enfin, c'est montrer une certaine forme de gratitude, être reconnaissant, c'est remercier.
c'est gratifié. Et sans doute que les experts dans les projets d'Evalue devraient identifier, accepter, valoriser et montrer des signes de gratitude et faire en sorte que l'institution dans laquelle on travaille montre également des signes de reconnaissance, des remerciements, des gratifications. Les institutions sont souvent trop avares, sont très souvent anonymes, sont trop souvent avares de signes de reconnaissance. C'est ce que a montré très bien certains travaux, notamment allemands, qui parlent de société et d'institutions du mépris. Et peut-être une dernière chose que je voudrais peut-être aussi parler, et ce sera la dia suivante, c'est la posture d'accompagnement. Un expert, c'est un accompagnateur, essentiellement un accompagnateur, sans quoi c'est un technicien. Et qu'est-ce que c'est qu'accompagner? C'est partager le pain. Hein, depuis la racine latine d'accompagnement, c'est cum pane, c'est bien partager le pain. Hein. Et les Espagnols ont une autre étymologie qui est aussi belle, et à tenir conjointement avec la première. L'accompagnement, c'est cum camino, c'est partager le chemin. Et donc, quelqu'un de compétent qui se met en position d'expert avec d'autres, c'est pas quelqu'un qui sera simplement devant l'autre, ni derrière l'autre, mais à côté de l'autre. C'est pas quelqu'un qui va travailler sans l'autre, c'est pas forcément quelqu'un qui va travailler contre l'autre, c'est pas quelqu'un même qui va travailler pour l'autre, mais c'est quelqu'un qui va travailler avec les autres, avec l'autre, avec les autres, avec les acteurs de terrain, puisque chacun a une capacité distinctive, a une expertise propre, située dans un environnement et dans une histoire. Et parce que les acteurs de terrain ont une expertise de leur environnement, sans doute partielle, mais qui mérite d'être prise en considération autant que le regard que l'expert porte sur cet environnement. Et donc, l'expert accompagnateur est un révélateur grâce à connaissance d'autres environnements. Le scientifique que je suis et le méthodologue que j'ai été à travers notamment mes recherches et mes cours montrent que pour bien connaître au sens plein du terme, pour bien connaître, il faut pouvoir comparer. On ne peut pas connaître convenablement son établissement scolaire si je suis, par exemple, enseignant ou chef d'établissement, si je ne connais pas d'autres établissements scolaires. Je ne peux pas bien connaître mon pays si je ne connais pas d'autres pays. Je ne peux pas connaître, si je suis français, le système éducatif français, si je ne connais pas d'autres systèmes éducatifs à l'extérieur. Et l'avantage de projets tels que ceux d'Evalue, c'est de mettre les personnes en contact avec des environnements diversifiés et avec des acteurs qui sont dans des environnements différenciés. Et ce sont là des conditions de réussite d'une expertise. J'en resterai là pour l'instant, sauf si on me demande quelques compléments, si par exemple on veut aller un peu plus loin. Merci bien.